Bonjour à toutes et tous. Donc d'abord, comme directrice de l'Institut français de Tunisie, je voudrais vous dire combien je suis heureuse de pouvoir accueillir ce moment particulier qu'on attendait. Et ça nous semblait évidemment important et fondamental de pouvoir rendre un hommage à Gilbert Nakache. Les conditions de la crise ont obligé qu'on diffère un peu ce moment, mais je suis très heureuse que ça puisse se faire et que ça se fasse ici, parce que comme ancienne élève du lycée Carnot, évidemment symboliquement, voilà, je suis heureuse que ça se fasse dans cette cour. Je ne vais pas en dire beaucoup plus. Je suis évidemment très émue que ce rendez-vous se fasse là, parce que c'est une personnalité. Vous êtes autour, pour la plupart, ses amis, des proches, etc., sa famille. Et je sais toute l'importance que le personnage représente et représentera très longtemps pour la Tunisie. Donc c'est aussi pour tout ça que je voulais que ce moment puisse se tenir ici. Et puis, puisque nous avons la chance d'avoir Ahmed Smaoui qui va organiser cette séquence avec beaucoup de virtuosité, la virtuosité qu'on lui connaît, je n'en dirai pas plus, si ce n'est encore de réitérer mon plaisir de vous accueillir. Voilà, très bonne après-midi. Merci mille fois, merci Sophie Renaud, merci à l'Institut français de nous accueillir, merci également à la Maison du Livre, qui est la librairie partenaire de cet événement. Bienvenue à tous. Je vais vous demander dans un premier temps d'éteindre vos portables, c'est vraiment important. Ensuite, vous dire l'émotion et la joie d'être réunis malgré les circonstances. Je vais saluer mes invités. Je commence par Madame Mariam Zridi, compagnon de route. Alors, si Abdesmad me disait, mais non, je suis beaucoup plus jeune que lui, alors que dire de Mariam? Mais je crois que c'est aussi ça, la magie de Gilbert Nakache, c'est qu'il n'y avait pas d'âge pour les amitiés. C'était juste de grands esprits libres qui se sont rencontrés tout au long de sa vie. Cédric Benmeni, bonjour, bienvenue. Si Mohamed Lemine Nsiri, chez ma édition, marhaba. Monsieur Mohamed Salah Flis, qui a traduit Cristal. Bienvenue à tous. Il y a deux autres invités qui vont nous rejoindre. L'un est un invité surprise, je ne vais pas en dire plus. Et le deuxième, ce sera Akram Adoueni, vers 17h30, qui a consacré un film documentaire qui s'appelle « Papy, qu'as-tu fait de ta jeunesse ?» Bienvenue à tous. Alors moi, j'ai aimé l'intitulé de cette manifestation qui est « Libre penseur ». Je vais vous raconter une anecdote. Ce matin, j'ai revu le témoignage devant l'instance l'IVD, l'instance Vérité et Dignité, et Gilbert Nakache raconte comment un jour, une grâce inattendue lui est tombée dessus, un 20 mars, et le gardien de prison lui dit « Vite, vite, ramasse tes affaires, il faut que tu sortes tout de suite ». Et il dit « Ben non, j'ai pas le temps ». Il dit « Si, tout de suite, tu ramasses tes affaires ». Il dit « Tu sais quoi, laisse-les là, je vais revenir dans pas longtemps ». J'ai trouvé ça vraiment significatif de ce côté intrépide. Et justement, le mot intrépide, c'est Nourdine Ben Khadr, je ne pouvais pas non plus commencer sans le citer, qui dit, en parlant de Gilbert Nakache, « Jamais militant n'a été aussi généreux et intrépide que lui ». Voilà. Bienvenue à tous. Ça va être des souvenirs partagés. On va parler de son œuvre, de sa vie. Et surprenez-moi, je suis sûre qu'on va découvrir plein de choses. Mariam, tu ouvres le bal. J'avais beaucoup de mal à participer à cette journée, en fait, parce que je ne savais pas trop quoi dire, quoi raconter de Papy. Et j'ai pas arrêté de me poser la question, en fait, quand est-ce que j'ai connu Papy? Et du coup, la réponse était très claire pour moi, parce que j'ai eu l'impression, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais je pense que c'est vrai. Je l'ai connu de tout temps, en fait, depuis que je suis née. Et comme on dit en arabe, j'ai ouvert mes yeux sur lui. Et sur plein d'autres compagnons et compagnes de route. Il y en a pas mal qui sont là, dans la salle, ou là, juste à côté de moi. Et donc, du coup, ça rend la tâche un peu difficile. Je ne sais pas, j'ai eu un peu de mal à
à me mettre dans la tête que je pouvais que je pouvais faire partie de ce panel, et c'est ce que j'avais dit justement à l'organisation, que j'étais peut-être pas la personne la plus adéquate, étant donné qu'il y a eu d'autres compagnons de route plus jeunes que moi. Si on s'est adressé à moi en pensant à la deuxième ou troisième génération, les filles notamment du manifeste du 20 mars, toutes ces personnes qui ont accompagné Gilbert, en tout cas sur les 10 dernières années. Mais en même temps, moi, Papy, il fait partie de mon enfance, de mes souvenirs les plus lointains. Papy ou Raza aussi, évidemment. Et c'est un parcours commun, en fait. Je n'en faisais évidemment pas partie. Je n'étais pas militante, j'étais toute petite. Mais c'est des gens qui ont, Papy notamment, une voix qui est encore là, c'est une manière de parler, c'est une voix, c'est vraiment une présence et une voix qui a accompagné mon enfance, qui a bercé mon enfance, qui a bercé mes souvenirs. Là, du coup, le fait de se dire qu'il n'est plus là ampute un tout petit peu les souvenirs, mais voilà, enfin, je sais très bien. Un peu sur le coup de... J'ai pas posé la question, mais je vais la poser aux autres. Si Hichem, par exemple, vous souvenez-vous du moment précis où vous l'avez connu, justement? Oui, oui, je me souviens exactement du moment où j'ai rencontré Papy. En fait, à la différence de tous mes copains ici, moi je l'ai connu à Paris. Je sais pas, alors que j'appartiens à la génération de Sadr, de la mine et tout ça, et qui tous l'ont connu ou fréquenté en prison, ou après, dans les années 80. Moi, à l'époque, je vivais à Paris, j'étais immigré à plein temps, donc je l'ai connu là-bas, bien avant son AVC, bien avant son accident, mais à la limite, on va dire qu'il m'a connu. On s'est rencontrés là-bas parce que moi, je l'ai toujours connu. Il faisait partie un peu de l'Olympe, des cadets que nous étions. Mais j'ai appris à le connaître à Paris, où on commençait à se fréquenter. Forcément, la petite Tunisie parisienne est assez étriquée pour qu'on se rencontre le plus souvent possible. Et bien sûr, il a tenu toutes les promesses de mes fantasmes, quoi. Pour moi, Papy, c'était l'aîné, celui qui était assez intransigeant. Ça, c'est la réputation première, c'était que cet homme était d'une grande intransigeance théorique et dur dans les débats. Quand je dis dur, mais vraiment, hein, c'est difficile au point que la querelle, la dispute avec Papy, je l'ai dit un jour, était devenue une sorte de rite de passage pour nous autres. Et en cela, il me rappelle quelqu'un d'autre, d'ailleurs, qui est assez exigeant, que Mariam connaît un peu. Et Salah, pour ne pas le nommer, Salah Zridi, que nous avons perdu un peu plus tôt, et il y avait chez l'un et l'autre, et chez Papy, pour celui que j'ai connu un peu plus à Paris, une sorte de fidélité têtue, comme on me le dit parfois, à cet engagement de jeunesse. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne revisait pas, qu'il ne remettait pas en question beaucoup de dogmes, beaucoup de radicalité mal placée, etc. Mais il y avait une sorte de fidélité inoxydable, quoi, sur l'essentiel, par exemple sur le marxisme, quoi. Il est l'un des rares à ne pas avoir largué par-dessus bord. Ses convictions sont vraiment très profondes à la pensée, à la théorie marxiste, malgré ses nuances, malgré une certaine distance. Il avait l'habitude de dire, moi je fais mon marché dans cette vaste entreprise intellectuelle, mais c'est ce qui m'a frappé en premier. Je m'en tiens là pour le moment. Très bien. Si c'est pour répondre à ta question, moi j'ai rencontré de loin, disons, Papy, lors de l'un de ses procès en 72. Il était avec Nourdin Ben Khadri, Aïcha Belabed et Ben Saïd. C'était une manière de trouver l'équipe qui posait à elle-même le maximum de problèmes
et pour illustrer l'une des dernières phrases que j'ai entendues de sa bouche, pour illustrer cette sensibilité qu'il fallait aller chercher, qu'il fallait d'abord détecter et être certain qu'elle existait bel et bien dans cette carapace et aller la dénicher petitement en essayant de s'approcher de lui, d'abord sur le plan strictement humain. Et sur ce plan-là, notre amitié est restée jusqu'à sa mort. Il venait chez moi régulièrement discuter, il passait des nuits, etc. etc. La dernière phrase, il a été avec Semit Lili rendre visite à la cave de Bourgerum. Et depuis notre libération, le 3 août, le samedi 3 août 1979, il n'a jamais remis les pieds à Bourgerum. Moi, si. Et donc, il n'a pas vu la nouvelle morphologie et la situation. Tout le terrain a été bâti. Tout le terrain a été occupé. Il n'y a plus une massification terrible en termes de construction. En sortant, il m'appelait au téléphone. Il venait avec Samy pour discuter un peu. Il m'a dit, ils nous ont amoché notre prison. Ce que je retiens de tout ce que vous avez dit, vous êtes censé être ses amis, et pourtant têtu, intransigeant, dogmatique, caractère difficile. Je crois que c'est vraiment une manière d'être fidèle à ce qu'il était. On n'est pas là pour enjoliver une image ou pour réinventer une histoire. Mariam, on est arrivé 1 heure avant, et en 1 heure, 3 personnes t'ont dit « Ah, les bagarres avec Salah Zridi ». Tu as été un témoin privilégié de ces joutes verbales. Est-ce que tu as un souvenir comme ça? Est-ce qu'ils se fâchaient pour de bon, ils ne se parlaient plus, ou là on débattait, on bade? Oui, mais amis, là, a priori, apparemment, c'est... Non, en fait, bien évidemment, quand on parle de dispute, j'ai expliqué longtemps ce processus, justement, à plein de gens qui n'étaient pas dans cette mouvance, qui trouvaient bizarre que des gens, en fait, se mettent à crier et à hurler, même à 4 heures du matin, en pensant qu'ils vont finir par se taper dessus. Or, non, j'ai toujours expliqué aux gens qui étaient étrangers à tout ce monde, ils discutent, ils ne font que discuter, ils ne vont pas se taper dessus. Et moi, par rapport à ce que tu dis, justement, quand papa est parti, j'étais vraiment sereine, si tu veux, ou contente, ou heureuse de savoir qu'une des dernières personnes qui a été avec lui les derniers jours avant son départ était papy. Et Azza, justement, me raconte, parce que j'y étais pas, ils étaient à Jbenienne, justement, c'était le 18 mars 2018. Ils avaient passé une longue journée à Jbenienne, ils avaient fait tout le retour, et ils ont passé une bonne partie de la soirée, jusqu'au petit matin, je pense, ensemble. Et Azza se disait, justement, toute la soirée, ça va gueuler, parce que Lamine lui avait dit, on se ramène avec Salah. Et là, elle s'est dit, la soirée qu'on va passer. Or, pas du tout. C'était en fait une sorte de retrouvailles. Ils n'étaient pas fâchés, hein, mais ça faisait quand même quelque temps qu'ils ne s'étaient pas vus. Et c'était des retrouvailles sincères, amicales, et du peu que m'en a raconté Azza et Lamine. Et en fait, ça se remémorait tous les souvenirs de Tôle, comme ils disent, tous les souvenirs, toutes les anecdotes, etc. Et toutes les disputes. Oui, c'est assez chaud, hein, parce que bon, il faut l'avoir vécu. Effectivement, c'est houleux, mais ce qui est magnifique, c'est que ça débat d'idées, ça débat de choses très profondes et d'idéaux et de projets pour ce petit pays, en fait. Et ce n'était pas des clivages profonds, pas du tout, en fait. C'était autour de petits détails, si tu veux,
sur lesquels ils n'étaient pas d'accord, une conception des choses, une conception de la politique, de l'économique, du social, qui était un peu différente. Voilà. Merci, je comprends mieux. Akram Adoueni est un jeune réalisateur très talentueux qui a fait un film qui s'appelle Papy, qu'as-tu fait de ta jeunesse, où il a juxtaposé des témoignages. En fait, Papy qui se raconte face à son fils Slim qui se raconte, avec cet écart entre deux générations. Le père et le fils ont 50 ans d'écart. Le film a été intégralement tourné en noir et blanc, enfin le montage, la chromie est en noir et blanc. Je vous propose un petit extrait. Puis Akram est là, je le vois, en direct de Montréal. Bonjour, on te retrouve juste après. On regarde l'extrait, on arrive, Akram. Il y a une image de Milan Kundera, l'écrivain tchèque, qui dit ce qu'est l'exclusion d'un communiste. Il dit les communistes sont là, c'est comme des enfants qui tournent dans une honte en chantant et en tapant des pieds, etc. Vous êtes repoussé hors de la honte, qui continue à tourner, qui continue, et qui commence à monter dans le ciel alors que vous êtes en bas et que vous avez envie de pleurer parce que vous ne comprenez pas. Zeus donne à Pandore la boîte en lui disant de ne pas l'ouvrir. Pandore ouvre la boîte. De la boîte s'échappe la bêtise, la maladie, la vieillesse, les blessures, tous les maux qui vont hanter l'humanité. Mais heureusement, il y a l'espoir dedans, parce que Zeus a eu pitié. C'est comme ça qu'on présente ça dans la version pour enfants. Et puis j'ai lu les auteurs grecs. Zeus n'a pas eu pitié. Donc pourquoi mettre l'espoir dans la boîte? Parce que l'espoir est une saloperie comme toutes les autres. Comme la bêtise, comme la vieillesse, comme la maladie. Ça donne envie de voir la suite. Akram, merci de sacrifier ta pause. C'est le matin, tu es à l'autre bout du monde et pourtant tu es parmi nous. Marhaba. Ça fait plaisir, Amel, ça fait plaisir. Et je vois qu'il y a une excellente bande qui est là. Je me pose la question, je me demande si j'ai quelque chose à ajouter. Les meilleures personnes qui peuvent parler de Papy sont déjà là. Et c'est vraiment nice. Comment tu as eu l'idée de faire ce film, Akram? Oui, une excellente question. En fait, moi, je me posais la question depuis longtemps. Je me disais pourquoi, en fait, personne n'a fait un film sur Papy. Et quand je parle de Papy, en fait, ce n'est pas seulement Gilbert qui me vient à l'esprit. C'est toute une génération. Une génération, en fait, qui est quelque part, excusez-moi de le dire comme ça, sacrifiée. C'est-à-dire que cette génération-là, dans les années 60, qui a été le pilier non seulement de la gauche, mais aussi de tout ce qui viendra après, de la Ligue des droits de l'homme, de toute la mouvance dans les syndicats. Cette génération-là, en fait, c'est un peu notre mai 68 à nous. Et pourtant, oui, on peut trouver, on pouvait trouver, il y a quelques années, on a commencé à trouver des petits bouquins par ici, par là, qui en parlent, des articles qui en parlent, mais pas suffisamment. Et le cinéma, le documentaire et même le cinéma de fiction, il doit être au rendez-vous aussi pour rendre hommage non seulement à Papy, mais à tout ce qu'il représente, à toute cette génération-là. Et moi, je crois que si j'aurais la possibilité, si j'aurais les moyens, je ferai plus dans les années à venir pour que la jeunesse aujourd'hui sache ce que ces gens-là ont fait dans les années 60 et ce qu'ils ont perdu pour que la Tunisie soit la Tunisie qu'on connaisse aujourd'hui. Est-ce que Papy a vu ton travail fini? Non, du tout. Même pas une image, en fait. Et ouais, c'est frustrant quelque part.
Moi, en fait, j'imaginais ça autrement. J'imaginais ça dans une salle de cinéma, une avant-première, avec sa famille, ses amis et même ses ennemis, et même avec qui il a eu un peu de chicane à certains moments. Et dans une grande salle de cinéma, qu'on regarde ensemble et qu'on... Mais non, mais non. Il en est où le film aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut espérer comme avenir? C'est des festivals, c'est une projection ici, un hommage? Comment tu vois les choses? Le film, il est prêt. Il est prêt. Mais en fait, on attend le festival de Carthage. C'est vrai que l'avant-première mondiale se passera ici au Canada, probablement au Festival Hot Docs, le plus grand festival de documentaire au monde. Mais on attendra le festival de Carthage pour le projeter en Tunisie. C'est important en fait. Non seulement parce que c'est important pour le film, mais je crois que c'est important aussi pour Papy. J'aimerais bien que ce soit dans un grand festival comme le Festival de Carthage et qu'il y ait plein de monde, plein de monde, tu vois. On a hâte de voir ça. Clem, tu restes avec nous, n'hésite pas à intervenir si tu le veux. Moi, je vais revenir à Papy, l'auteur. Tiflis, il dit j'ai écrit mon livre certainement pas pour un public francophone, d'où ma joie de le voir traduit 36 ans plus tard. Il raconte comment l'idée de vous confier la traduction, en fait, c'est vous qui avez osé lui dire, mais pourquoi pas moi? Pourquoi tu cherches un traducteur? Je te connais, je connais ton monde, je sais le message que tu veux faire parvenir et vous avez ainsi convaincu Papy de vous confier cette tâche. En fait, c'était beaucoup plus complexe que cela. Il a toujours exprimé son envie de voir Cristal, tout particulièrement traduit en arabe. Et moi, je ne voulais pas rentrer dans ce jeu, sachant que avec Gilbert, les choses ne sont pas faciles. Et d'un autre côté, il m'est proche. Je le connais très bien. J'avais peur de la traduction, qu'on le veuille ou pas, est une forme de réécriture du texte. Et donc, j'avais peur des écarts que je pouvais avoir vis-à-vis du texte. J'avais peur que je m'emporte vers une modernisation, entre guillemets, du texte, etc. Et donc, de le massacrer. Et puis, lui, il était militaire, extrêmement militaire. Et donc, un soir, chez lui, à la Goulette, on discutait et il s'est mis à gueuler. Personne de vous n'a osé prendre le texte pour le traduire, etc. C'était pourtant mon rêve. J'ai toujours rêvé de cela. Le livre est destiné à un public autre que le public français, etc. Et moi, j'ai cet handicap de ne pas pouvoir écrire en arabe, etc. Alors, la bagarre a abouti à ce que je lui dise, je vais le traduire, mais tu me fous la paix. Bien évidemment, il ne m'a pas foutu la paix, parce que dès la première semaine, où tu en es, tu as commencé, tu es à quelle page, et par la suite, c'était toujours ça. À chaque pas, un harcèlement extraordinaire. Et comme je n'ai pas pris le texte d'un seul trait, j'avais d'autres choses à faire, j'avais ma vie, etc. Donc, je coupais, je revenais au texte quand je considérais que j'étais en bonne posture, maître de moi-même, etc. Et donc, nous l'avons traduit. Et nous l'avons traduit, il a mis beaucoup de temps. Le texte en arabe, le premier jet a mis beaucoup de temps
pour être remis à 2 professeurs universitaires pour une relecture de la forme et aussi du fond. Bon, quand il est sorti, effectivement, il était extrêmement joyeux, extraordinaire. Il a très bien pris l'événement. On l'a présenté un peu partout, à Tunis, etc. Comme tous ces autres livres, on les a présentés à Bizerte. C'était systématique, il n'y avait pas de problème. Il a jubilé. Il a jubilé. C'est un des moments les plus gais de Gilbert Naqash, incontestablement. Qu'est-ce qu'il pense Gilbert de Gilbert? Qu'est-ce qu'il pense Gilbert de Gilbert? Il a écrit: lorsque je pense à ma vie, à mes aspirations, à mes projets, aux liens que je veux maintenir avec mon passé, ce qui me vient à l'esprit, c'est ma vie éclatée. C'est ce qu'il dit, ce qu'il a écrit. Donc, Gilbert, il a plusieurs Gilbert. Comment les rassembler? Il n'a pas pu les rassembler. Ça. Il dit tout être intellectuel, le besoin d'écrire est naturel. C'est une extension de la pensée pour la confronter à celle des autres. Il dit aussi que c'est la seule chose qui va rester. Ces témoignages que tu as toi aussi couché sur papier, que lui a couché sur papier, quand aujourd'hui on voit un jeune comme Akram qui a dévoré son œuvre et qui l'a transformé sur un autre support artistique, aujourd'hui finalement Gilbert, c'est ses livres. Oui, Gilbert, c'est ses livres, mais beaucoup d'autres choses aussi. Je parle pour un jeune qui aujourd'hui ne connaît pas, n'a pas accès. Le livre va être le premier lien de connecter avec sa réflexion. Mais là, c'est Sadoc le jeune qui va vous parler. C'est pas Sadoc le vieillard. Oui, moi, je suis déjà. Et toi aussi. Tout d'abord, je voudrais parler de Cristal, comment j'ai connu, tout à l'heure, tu as posé la question, comment et quand est-ce que tu as connu Papi. Tu peux rapprocher ton micro. Et là, aussi Cristal, comment je l'ai connu. C'était donc, quand on a été regroupés, qu'il m'a raconté l'histoire de ce livre qu'il avait écrit. Et qu'il avait écrit parce que, à un certain moment, il ne pouvait pas accéder à des livres pour la lecture. Et quelqu'un de proche à lui a dit, mais au lieu d'attendre des livres, écris toi-même un livre. Et c'est comme ça qu'il a écrit. Et alors, moi, j'étais curieux, je voulais lire le livre. Et le livre n'était plus dans la prison de Bordeaux-Roubaix. Il était dehors. Il m'a fait la surprise de ramener le bouquin, enfin, le bouquin écrit sur le papier cristal, de le ramener de l'extérieur. Et c'est ainsi que j'ai lu Cristal sur le papier cristal. Je te garantis. Et puis, il l'a fait sortir encore une fois. En fait, à ce moment-là, il avait une amitié ou une relation particulière avec un gardien-chef qui est... Donc, c'est comme ça que j'ai lu avec le manuscrit sur le papier cristal. Sur le papier cristal. Voilà. Eh ben, c'est Abdesmad. Et donc, ça c'était... Mais permettez-moi, je persiste ici, pour moi, je ne peux pas voir Papi comme quelqu'un de dur. C'est vrai qu'il a un certain dogmatisme, oui, de discussion. Mais pour moi, il était mon camarade, mais aussi quelque part mon frère aîné ou mon papa, mon père.
Et c'est comme ça qu'il agissait avec nous. En tout cas, il y a 5 ou 6 camarades qui étaient très, très proches de lui, de Nourdine, etc. Il se souciait de tout notre confort. Donc, bon, je vais le dire. Moi, mon premier whisky, je l'ai pris à Bordeaux. Et voilà. Peut-être qu'il ne faut pas le dire, mais moi, mon premier whisky, c'était à Bordeaux, mais c'était lui qui l'a fait entrer, je ne sais pas de quelle manière, de toute façon. Et génial. la première fois où j'ai fêté mon anniversaire, c'était à Bordeaux. On était encore, à un moment, on était regroupés de jour, mais pas de nuit. Il a été avec Nourdine demander une autorisation spéciale pour que je passe la nuit dans la cellule où ils étaient, lui, Nourdine Ben Kheber, Fathi Mseddi, je ne sais plus, Azdine, El Hasgi et pour fêter ton anniversaire. Et c'est la première fois où j'ai fêté mon anniversaire. Moi, je connais plus le papy, la personne, que le papy, le théoricien. Bon, je le connaissais, je connaissais ses positions, on n'était pas toujours d'accord, mais j'ai jamais senti, et de toute façon, il ne me reste pas en mon fort intérieur quelque chose qui dise que papy était très intransigeant ou très... Non, tout à fait le contraire. Une page commune, un souvenir précis, oui. Pour en finir avec cette histoire de dur ou pas dur, Gilbert était la tendresse faite personne, hein, tout le monde le sait, ça c'est proverbial. Mais c'est vrai qu'il ne lâchait rien. C'est vrai que discuter avec lui, c'était pas évident. Il était dur dans l'argumentation. Ça, c'est ça qu'on voulait dire. Ça, en fait, c'est pas autre chose. Et c'est à la limite le tempérament de toute une génération. C'est le rapport aux idées que la génération en perspective avait qui fait que pour nous autres, les successeurs, les cadets, j'ai dit tout à l'heure, ceux qui sont venus après, c'était passionnant et ça nous faisait un peu peur parce que c'était des gens pour qui les idées comptaient. Nous, à la limite, c'est vrai qu'on a parfois abîmé les idées en dogme, quoi. Bon, on en est revenu depuis, heureusement. Mais enfin, je veux dire que cette passion qu'on appelle dureté ou qu'on appelle intransigeance, on appellera comme on voudra, cette passion des idées habitait cette génération-là. Et c'est pour ça que tous en sont venus à écrire. Les idées, on les échange avec passion avec les autres ou on les couche sur le papier. C'est le destin, c'est la vie des idées. Donc, Papy, comme Nourdine a été éditeur, comme Saad ou Mohamed Salah sont devenus à leur manière écrivains. Donc, cette passion des idées vous amène à devenir écrivain. Et de ce point de vue-là, Gilbert en fait, il a déroulé tout le kaléidoscope, je ne sais pas comment on dit, toutes les facettes de l'écriture. Il a été essayé à tous les genres. Il a été poète. Tout le monde sait qu'il disait toujours qu'il pillait Verlaine. Quand tu fais de ta jeunesse, c'est Verlaine. Le ciel est par-dessus le toit, c'est Verlaine. Il était poète. Il adorait la poésie. Je me souviens de Mohamed Salah qui lui lisait des poèmes à des heures durant sur son lit d'agonie. Ça, on le souvient tous. On parle, j'en ai la chair de poule. Il s'est essayé au conte, et bien sûr à l'interview, à l'ouvrage entretien, à l'essai, à l'article, tous ces genres-là, il les a essayés, mais toutes ces tentatives, tous ces essais, toutes ces performances, l'ouvrage de mémoire, même si pour Gilbert, la mémoire est toujours performative. La mémoire, elle est toujours orientée vers une action, vers la réalisation de ce rêve dont parlait tout à l'heure Saad. Donc, ce souci des idées, c'est ce qui restera. Et ça restera grâce à ces bouquins. La prose, la qualité quand même de ses écrits est vraiment reconnue de tous. Il y avait un vrai talent, soit de narrateur, soit d'auteur.
les hommages pleuvent depuis qu'il est parti. On est tous d'accord qu'il avait une plume très, très enlevée et très vivante. Si vous permettez, à propos de Cristal, en fait, ce qui a été écrit en prison, c'est le roman. Le récit a été écrit après 81 par là. Deuxièmement, moi je pense que la grandeur de Gilbert en la matière, c'est que en sortant de prison, il n'avait en tête, malgré tout, que monter une maison difficile. Et j'étais dans son projet très proche. J'étais sidéré de le voir jongler avec des dizaines de millions en 80, comme si c'était facile à obtenir. On va voir tel, mais tel il a de l'argent, qu'est-ce qu'il fait avec son argent, sinon, etc. Voilà ça, son caractère, Gilbert. Mais si les gens ont de l'argent, eux, ils ont choisi de se faire du fric, nous, on a choisi de se faire autre chose, de traficoter à Abu Dhabi pour que l'autoroute soit totalement active, tu vois, pour faire sortir, pour faire rentrer, Donc, comment? Et Gilbert a été parmi nous l'un des rares qui a eu la chance d'abord d'aller à Gafsa. Donc, il a écrit à Gafsa, d'aller à Jamdoub, à Bruxelles, il a écrit. Moi, je me rappelle des militants qui étaient foutus dans des trous perdus comme ça. Par exemple, Sidi Bourris, chef en 71. Eh bien, quand on a été le voir, et on a signé ça nous-mêmes, imagine. Il jouait aux cartes avec les flics, il le surveillait. Et il a dit, je n'ai plus d'autre alternative que de quitter le pays et d'aller en Afrique. Parce que ce n'est plus possible. Alors que Gilbert a accepté de jouer le jeu, louer une maison, se camponner dans cette maison et se mettre à écrire et à lire. Et donc, c'est un des rares qui ont... Et puis, par la suite, quand il a eu son AVC, c'était le passage obligé, toujours à la maison. Les gens venaient le voir et donc il disposait de beaucoup de temps. Par contre, les autres militants, ils étaient tenus de vivre, de s'activer, d'avoir une vie sociale et c'était pas mauvais du tout. D'ailleurs, Papy, il y a des moments où il regrette de ne pas avoir eu une vie normale. D'abord, parce qu'il était perçu de l'autre côté comme un homme différent. Sa différence pour lui était la gageure de sa liberté, et pour les autres, c'était différent au sens péjoratif et bas du terme. Et donc, ça l'a inhibé de se mêler à la société au sens comme nous le faisons, nous autres censés appartenir à autre chose. Par contre, quand il a eu son AVC, il est devenu un très grand lecteur. Et donc, c'est normal. Moi, j'imagine maintenant qu'avec le coronavirus, nous autres, nous avons écrit, bon, publié ou pas, c'est autre chose, mais personnellement, j'ai beaucoup écrit. Parce que, bon, à la maison, je ne regarde pas la télévision, je lis et j'écris. Donc, voilà. Et c'est Gilbert qui a donné le temps, et c'est Gilbert qui a montré le temps. Pour l'honnêteté et pour l'histoire sans problème. Ceci étant, je reviens à ce que disait Sadat. Quand on dit qu'il est difficile, etc., c'est pas par méchanceté, pas du tout.
mais c'était, moi personnellement, je suis conscient et lucide que j'ai vu à travers ce caractère difficile un homme qui se cherchait, comme vient de le dire du texte même de Gilbert, Lénine. Et donc, il fallait chercher comment gratter cet homme, s'approcher de cet homme pour essayer de le mettre en confiance en quelque sorte et d'avoir. Moi, je pense que Gilbert Napache, de cette génération, est l'un des hommes les plus mielleux quand tu le connais très bien et quand il accepte de t'accorder son amitié. Voilà, quand il accepte de t'accorder son amitié. Tu es témoin pour certaines choses et il faut dire que j'ai fait avec lui 2 films documentaires, l'un sur Baudelaire, Portail de la mort, c'était pour dire, et l'autre sur le Zendali, les enfants de prison. Et l'essentiel du film a été tourné à Blizzard. Donc il venait, on discutait, etc. Et c'est formidable, c'est formidable. Et puis, nous autres, je crois que nous avons tous compris que ce qu'il y avait formidable dans chaque pays, c'est son volume de sensibilité, d'humanité, de gentillesse et d'ouverture aux meilleures vertus de la société. Et c'est pour ça que l'amitié a pris le pas sur notre forme de relation et la camaraderie n'a pas été touchée pour peu. Mais l'humanité de chacun de nous, on a su là, et c'est pas pour, c'est pas quelque chose de fortuit. La prison a pour majesté d'apprendre à respecter ce qu'il y a de plus profond en l'homme. Donc un gardien isolé vous dit bonjour, simplement, sans insulter, etc. C'est une journée qui commence. Il est assez cultivé et en même temps, il est stratège. Je prends pourquoi il a créé la maison d'édition. Premièrement, parce qu'il n'a pas trouvé un éditeur, ni en Tunisie, ni en France. Il a créé sa maison d'édition. Et il a publié des livres. Ce ne sont pas seulement ses livres. Ses livres de Souad Ghallouj, de Yahya Yakhlef, le Palestinien Yahya Yakhlef, etc. Mansour Marzouki, Cheikh Espérance. En même temps, voilà une différence entre Gilbert et Nourdin Khedr. Nourdin Khedr s'est engagé avec Mohamed Ismail. Gilbert, il a créé sa maison. Alors, je pense que si Gilbert et Nourdin Khedr ont eu l'audace de créer leur maison d'édition, elle est l'avenir. Gilbert, il pense à créer les institutions de la gauche tunisienne. Ce n'est pas seulement une maison d'édition, c'est la maison d'édition. En même temps, c'est l'imprimerie. Gilbert, il a créé une imprimerie. Les ateliers de la rive sud, en collaboration avec un Français. Il a créé la première maison d'édition, Salam d'édition. La deuxième, c'est Chama. La troisième, c'est Maupassant. La quatrième, c'est Chama, après 1915. Gilbert, il est écrivain certain. Il paye l'imprimerie et en même temps, il est, je pense, c'est-à-dire, il paye l'imprimerie et en compte, il est perdant dans l'affaire.
Ils ne gagnent rien. Mais c'est eux qui le reprochent, mais ils gagnent un peu. Donc, Gilbert, c'est différent des autres parce que ses contacts. Gilbert a eu, en tant que professeur, René Dumont. Il a gardé ses relations jusqu'aux années 90. Gilbert, il a une certaine facilité de contacter les étrangers. Le dernier d'eux, c'est Daniel Soal. Donc, il a cette particularité qui le différencie des autres. En même temps, en tant qu'être humain, Gilbert, il est très sentimental. Il est très sentimental. En même temps, Gilbert, d'apparence, il est sec, il est intransigeant. Mais en réalité, si on le contacte à fond, il est timide. Alors, justement, s'il y a quelqu'un qui peut nous parler de ce côté sentimental, c'est Aza Rani, qui nous fait l'immense honneur et plaisir d'être avec nous. Elle va nous rejoindre. Je vous demande de l'applaudir parce que vraiment, c'est une surprise et c'est un très beau cadeau qu'elle nous fait. Merci d'applaudir Aza. Aza, toute la salle est très heureuse de te voir. Voilà. Est-ce que tu as regardé depuis le début? Je pense que oui. Oui, il y a eu quand même des coupures. Je croyais que c'était moi, mais j'ai vu que les gens disaient que la transmission était coupée. Donc, j'ai raté une partie peut-être. Mais bon, je crois que j'ai suivi l'essentiel. Merci d'être là, vraiment. Merci à vous. Alors, merci. Le cœur tendre, un grand sentimental, me dit-on. Il y a des problèmes de son maintenant. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend bien. Je disais, on parle d'un homme sous sa carapace qui était très tendre et très sentimental. Est-ce que c'est vrai? Bon, on a un petit souci. Vous savez, Papy et moi, on a vécu ensemble. Oui. Pardon? Non, je vous écoute. Je disais, Papy et moi, on a vécu ensemble 40 ans, dont une grande partie hors mariage. Nous vivions ensemble dans la même maison, comme un couple normal. Et donc, parler de lui au passé, pensez bien que c'est encore pour moi très, très difficile. Un sentimental, oui. Et comment? Moi, quand j'ai commencé ma relation avec Papy, j'avais la chance et le bonheur qu'il m'écrivait tout le temps des petits mots. Il me chantait beaucoup de chansons. D'ailleurs, des chansons que je lui avais remises pendant toute la période où il était dans le coma. Et au début, je sentais vraiment qu'il les entendait, quoi, parce qu'il réagissait un peu. Il ouvrait les yeux et il avait l'air d'entendre les chansons qu'on avait partagées. On a parlé de son intransigeance. Je crois que c'est Hichem qui a dit que c'est une génération pour qui la défense des idées est plus importante que tout, mais l'amitié aussi est plus importante que tout. C'est-à-dire que, comme disait Mariam, peut s'engueuler avec quelqu'un dans une discussion, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus amis. Ça finit par des éclats de rire, des partages de verres, etc. Donc, c'est peut-être une certaine, comment dire, une certaine génération, oui, mais c'est aussi un trait familial. Dans la famille Nakache, on parle fort, on s'engueule, mais en fait, ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire je ne t'aime pas, ça ne veut pas dire je veux que tu m'écoutes et que tu comprennes et que tu etc. Donc, c'est un trait de caractère. Intransigeant, j'ai entendu le mot intransigeant, je trouve que c'est pas vraiment ça. Non, c'est pas qu'il est intransigeant. La preuve, comme disait Hichem, c'est que au fur et à mesure de l'écriture et de la réflexion, et il le dit à chaque fois dans ses livres, bien sûr que j'ai remis en cause. J'ai pensé ceci, aujourd'hui je pense autrement. Mais je garde un cadre qui est ma boussole, qui me permet de réfléchir, qui me permet d'avancer. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je voulais aussi
j'aurais dû commencer par ça, vous remercier pour cet hommage. Je crois qu'il en aurait été vraiment heureux, il aurait beaucoup apprécié. Et cet hommage, comme celui que lui ont rendu beaucoup de gens, lui aurait peut-être l'aurait étonné. En tout cas, il aurait été content de savoir qu'il aurait été accompagné dans la mort de cette manière. Surtout, et moi, c'est ce qui m'émeut énormément jusqu'à aujourd'hui, c'est le nombre de jeunes, femmes et hommes, qui ont, au moment de sa mort, non seulement se sont appropriés sa vie, qui se sont appropriés sa mort, et ils se sont appropriés son corps. Son cercueil a été porté par des jeunes filles, des jeunes femmes et des jeunes hommes au rythme de l'hymne national et de l'international. Je trouve que pour moi, c'était fabuleux. C'était fabuleux. C'était presque me faire oublier que c'était le moment où Papy allait être mis sous terre. Voilà, ça c'est la première chose. Je voudrais aussi faire une remarque, si vous permettez. Dans votre présentation, et vous n'êtes pas les seuls à l'Institut de dire ça, Cristal n'a pas été tout à fait écrit en prison. Il faudrait faire la différence. Cristal est parti d'un roman écrit en prison sur les papiers de cigarette Cristal. Et puis après, c'est devenu, quelqu'un a dit un jour, un récit sandwich dans lequel il y avait le roman, des interventions dans le roman dans lesquelles il essayait d'éclairer pourquoi, à ce moment-là, isolé, etc., il avait pensé de cette manière la vie d'un couple ou la vie de telle personne, etc. Et un troisième niveau qui est le récit donc d'une partie de sa vie, de ce qui s'est passé en prison, de ce qui s'est passé dans les locaux du ministère de l'Intérieur, etc. Voilà, peut-être ajouter une chose. Papy était un rêveur. Et des fois, moi, je l'avoue, j'étais désorientée. Il rêvait tellement que des fois, je lui disais, s'il te plaît, je ne peux pas te suivre, tu vas trop loin là. Mais lui, il savait qu'il ne perdait rien à rêver. Moi, je disais, je rêve. Si un jour je réalise tous mes rêves, c'est bien. Si je n'ai pas le temps, ben, tant pis. Si je ne peux pas, ben, tant pis, j'en aurais réalisé quelques-uns. Et il en a réalisé des rêves, et parce qu'il a vraiment toujours vécu comme ça. Aujourd'hui, c'est un rêve, puis il passe à un autre, puis il passe à un autre, puis il passe à un autre. Et moi, des fois, il me donnait le tournis. Je lui disais, mais attends, doucement, oh, attends, tu vas trop vite là, et tout ça. Il me disait, non, tu vas voir, je vais réaliser, je vais le faire. Et il en a fait des choses. Et voilà, je sais pas si vous avez des questions précises, mais moi, c'est ce qu'il me laisse, parmi tellement de choses qui me restent de notre vie, de notre amour, de notre passion, des choses qu'on a traversées ensemble. C'est peut-être cette phrase, je la relisais l'autre jour, où il disait, je ne me rappelle pas des termes exacts, mais c'était « je cours derrière la liberté ». Et chaque fois que j'en approche, je me sens libre, puis je me dis non, je dois encore courir derrière ma liberté pour être libre. Je crois que c'est son sens et son rapport à la liberté qui restera beaucoup dans les mémoires. Enfin, je le souhaite. Voilà, si vous avez des questions précises. Justement, alors, je vous propose vraiment bravo, c'est un privilège. Touchant. Si la salle veut interagir, on peut faire circuler un micro, mais pour l'instant, c'est Mariam et Céder qui vont... Une question pour Aza, tout de suite. Le micro partout. Je voudrais que tu nous dises deux mots sur le rôle que Papy a joué dans l'émergence d'une lutte féministe. Oh là là. Je ne sais pas si c'est vraiment un rôle, c'est-à-dire que ça lui a été reproché il n'y a pas longtemps d'ailleurs, d'une manière très agressive et assez tordue de la part d'une féministe, j'y reviendrai tout à l'heure,
En fait, ce qui s'est passé quand le club a commencé les discussions en l'automne 79, des discussions assez dures, parce qu'il y avait le problème d'abord comment dire, de l'autonomie politique du mouvement. On ne parlait pas de mouvement et on ne parlait pas de féminisme à l'époque. Quand on nous disait vous êtes féministe, on hurlait. Et on était un certain nombre d'amis. On se voyait beaucoup, on vivait ensemble, etc. Et on se retrouvait très souvent chez lui. Il occupait à ce moment-là un appartement qui lui avait été prêté sur sur la rue Coubertin, donc juste à côté de l'avenue Bourguiba. Et il était assigné à résidence et il ne pouvait pas quitter le 5e district, quoi, le centre-ville, disons. Et on se voyait là-bas et on continuait nos discussions. Et lui était là, il était témoin. Donc, quand on parlait des obstacles, quand on parlait de toutes les campagnes de dénigrement à ce moment-là qui étaient sur la place, quoi, sur la place Mohamed Ali, dans l'international, les insultes, des choses assez horribles. Et il était là pour nous dire, pour nous encourager. Et des fois, il nous disait, mais pourquoi vous vous arrêtez là? Pourquoi vous n'allez pas plus loin? Pourquoi vous? Etc. Et je me rappelle par exemple d'une discussion après la parution d'un article je crois que c'était dans l'Observateur, dans le Nouvel Observateur, qui disait le mouvement féministe, et nous on a hurlé en disant de quel droit il dit ça, on n'est pas féministe et tout, parce qu'on avait peur du regard social et du regard de ce qu'on appelle l'élite et de la gauche de manière plus précise. Et lui disait, mais vous êtes féministe, que vous vouliez ou non. Et nous, on disait non, on n'est pas, parce que l'idée de féminisme, c'était c'était une insulte dans le sens où c'était occidentalisé, donc loin du peuple, loin de ceci, loin de là. Et comme nous venions toutes de l'extrême gauche et de la gauche, c'était quelque chose que nous ne pouvions pas supporter. Et donc, ça a été des nuits et des nuits de discussion sur cette question Donc, sa position, c'était, contrairement à beaucoup de gens de gauche, et je préfère ne pas les nommer, qui nous ont attaqués, etc. et tout, lui, au contraire, trouvait que c'était quelque chose d'absolument fantastique dans le développement des luttes sociales en Tunisie, et le prenait comme tel. Et donc, il était à l'écoute, et il discutait beaucoup avec nous, etc. Et bien sûr, ça ne plaisait pas à certains de ses camarades, de ses anciens camarades. Au point que, comme le rappelait Hafid Ashqir dans le reportage qui a été fait par la télévision nationale, il y a eu un jour un texte d'un groupuscule, d'une organisation, on va dire, d'extrême gauche, dans lequel il y avait toute une analyse où on expliquait aux militants et on leur disait, les chefs disaient aux militants, attention, méfiez-vous de ces femmes-là, ce sont des gilbériettes. Ce sont des gilbériettes, c'est-à-dire qu'elles sont manipulées par Gilbert Nakache, etc. Enfin bref. Et j'ai retrouvé cette insulte, que je considère une insulte pour moi, dans la bouche d'une militante il y a 2 ans, je crois, lorsque, à l'occasion d'une réunion, elle s'est retournée vers lui pour lui dire tu as fait du mal au mouvement féministe, etc., parce que tu étais d'un côté et pas de l'autre, parce qu'il y avait bien sûr des contradictions au sein du mouvement. Dès le début, il y avait des démarches différentes, des positions différentes, mais nous étions toutes féministes. Et 40 ans après ou 30 ans après, j'étais étonnée de retrouver ce reproche dans la bouche d'une militante féministe. Mais peu importe. Voilà, en gros, c'est-à-dire que par rapport à moi personnellement, dans mon parcours de féministe et dans ma réflexion de féministe, j'ai toujours trouvé en lui d'abord une oreille, quand j'avais besoin de développer mes idées, quand je m'interrogeais, etc. Et je n'ai jamais eu de reproche de la
part de Papy, lorsque, même quand, après la naissance de Slim, quand j'étais très mobilisée dans l'association des femmes démocrates, etc., il était souvent plus présent dans la journée que moi avec Slim, etc. Et donc, voilà, je n'ai jamais senti de sa part, jamais senti, mais alors là, au grand jamais, jamais senti qu'un jour il ait eu même l'idée de me dire tu dois t'arrêter là, ou tu dois stopper et ne pas aller trop loin dans ta réflexion. Merci beaucoup. Au contraire. On va passer aux questions. Je vois une main qui se lève dans la salle, même deux. Un micro. Voilà, donc madame et monsieur. Merci de vous présenter et d'être bref. Si, il est là, à votre droite. Je suis Zainab Ben Saïd Chahni, ancienne militante de Perspective Amal Tounsi. Bonjour Hazza. Bonjour Zainaba. Aïchek Hazza. Je voulais simplement interagir et te demander, j'ai connu Gilbert au club bon, je me connaissais par oui dire, mais l'autre rencontre s'est faite au club Tahar Haddad en ta présence. C'était au moment de la publication de mon livre sur Tahar Haddad. Et la question que je te pose, en fait, c'est la suivante, c'est-à-dire que l'article que j'ai écrit sur le Monde à propos de Gilbert comme précurseur d'un courant d'écriture subversive, est-ce que d'abord, ce que je dis est vrai? Deuxièmement, tu avais publié à l'époque, justement dans le cadre de cette mouvance féministe à laquelle nous avons appartenu, et il y avait deux courants, de fait deux courants. Nous, un peu penchés sur l'apport de Tahar Haddad, donc d'un enracinement dans le cadre de la pensée réformiste. Et il y avait un autre courant qui était qualifié comme étant le courant gilbertiste, c'est-à-dire un peu, bon, celui d'une forme d'émancipation radicale, etc. Bon, ces deux courants, moi, je les voyais, je les côtoyais, mais j'avais quelques distances. Ma question est la suivante. Donc, qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai écrit? Est-ce que ce que j'ai écrit est correct? Est-ce que donc Gilbert a initié une forme justement d'écriture subversive, donc d'une archi-écriture qui va justement contribuer à travers le temps, maintenant, mais dans l'avenir, à déconstruire une pensée coercitive, discriminatoire à l'égard de ce que Gilbert a appelé jusque-là ces citoyens de second niveau. Et est-ce qu'il a été un peu à l'origine du livre que tu as écrit sur le féminisme à l'époque? Et je te salue pour cela parce qu'il y a très peu de livres qui ont été écrits sur la question. Et il reste quand même un ouvrage référence réédité par Schéma. Merci Madame Chéri. Alors je vais vous brusquer un peu mesdames, il y a plusieurs questions. Donc Aza, merci de répondre et on garde la place pour les autres derrière. Je vous écoute. Je réponds tout de suite ou j'attends les autres questions? Je réponds tout de suite et on a d'autres questions après. D'accord. Alors, justement, Zainab, le fait que tu classes les choses en disant un courant dans l'enracinement et un courant d'émancipation radicale, comme si le deuxième refusait l'enracinement. Il y a quelque chose qui me gêne un petit peu dans la manière dont tu poses la question, mais peu importe. Mon livre n'y est absolument pour rien. D'ailleurs, c'est parti d'une communication que je devais faire dans une réunion à Paris. Et les choses, petit à petit, plus j'écrivais, plus je me rendais compte de beaucoup de choses dans la problématique de l'autonomie et de la pluralité du mouvement, ce que lui ne pouvait pas avoir
comme réflexion. C'est pas possible. Il fallait avoir vécu ça de l'intérieur pour pouvoir. Et je me refuse, si tu veux, enfin, je m'excuse pour la brutalité, on va encore dire que je suis dogmatique aussi, mais je suis pas très loin de lui, hein, de ce point de vue. On ne peut pas poser. Je ne peux pas me placer en termes de c'est lui qui m'a encouragé ou c'est pas lui qui m'a encouragé. Ça, c'est pas possible. Mon histoire dans le mouvement a bien montré que même dans des réunions où un problème venait d'être posé, ma réflexion était toujours dans la même direction. Est-ce que c'est une écriture subversive? Oui, il y en a qui le pensent. Oui, il y en a qui le pensent parce que justement, de quelques points de vue, qu'il ait écrit roman, nouvelle ou témoignage ou analyse comme vers la démocratie, etc., ou l'entretien avec Chagra, oui, c'est toujours la même, c'est toujours du même point de vue. Donc, et de cette façon d'accumuler les différentes facettes de ce que pouvait être la production de quelqu'un qui se voulait libre, oui, il y a une forme de subversif. Il est subversif, Papy. Oui, oui, il est subversif. Et c'est en cela qu'il dérangeait, d'ailleurs. Il dérangeait beaucoup, y compris parmi ses anciens camarades. Il dérangeait beaucoup parce qu'il ne se donnait pas de limite dans la réflexion. C'est clair, Alba. On va passer à la question suivante, monsieur. Rapide, hein, je vous en prie. Je me mets pour être très rapide. Voilà. Beloussaïf Abdelzer, je suis poète, écrivain, tout ça. Bon. Alors, disons un souhait, ce n'est pas une question. Gilbert, tel qu'a été présenté par les compagnons de route et tout ça, oui, c'est une expérience. C'est un militant, c'est un rêveur, c'est un homme libre, chercher sa liberté. J'aurais aimé, par exemple, pour Cristal, je l'ai lu 2 fois, en arabe et en français. C'est une matière d'un très beau film où on retrouve, disons, moyennant, je ne sais pas le scénario, comment on fait, je sais que c'est coûteux, mais vraiment, c'est une matière très enrichissante. Ça a du côté Cristal. Les autres livres, d'ailleurs. Aussi, je dis bien un film, il y a aussi une pièce de théâtre, il y a aussi un feuilleton. Croyez-moi, c'est vraiment une matière très gentille. Moi, j'y crois, je suis sûre que ça se fera. Merci. Pour les questions, je ne pose pas de questions parce que c'est déjà... D'accord, alors juste je vous précise, on va avoir droit à une lecture d'un extrait en fin de panel avec une musique qui a été spécialement écrite, donc ça va être un joli moment. Cédre, tu... Oui, une seconde, on vous amène un micro. Pour que tout le monde puisse vous entendre. Bon, moi, j'aurais 2 mots à dire. Oui. Je suis particulièrement curieux de savoir, quelle est sa position de la sorte de... Vous posez la question concernant Gilbert Nakache? Absolument, mais bien sûr. D'accord. Voilà, ouais. Non, mais je suis intéressé par sa position. Alors, si vous voulez vraiment entendre... Il a milité toute sa vie pour peut-être... Absolument. En préparant, moi, j'ai trouvé plusieurs extraits d'interviews où il explique sa vision des choses et ses espoirs. Si Aza veut dire un mot à ce propos. Je m'excuse, je n'ai pas bien entendu la question. Est-ce que vous pourriez me la répéter, s'il vous plaît? Il a passé toute sa vie... Il faut mettre le micro devant votre bouche. Il a passé toute sa vie... Est-ce qu'il a un micro? Parce que moi, je ne l'entends pas. Il a passé toute sa vie à militer pour la Tunisie post-2011. Qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce qu'il pense de la Tunisie post-2011 ayant passé sa vie à militer? C'est un problème de son, monsieur, pas un problème de langue. C'est juste qu'on ne vous entend pas. On ne l'entend pas là-bas. Alors, Cédric, vas-y, réponds. Aza, une réponse? Oui, monsieur, vous êtes?
Oui, donc qu'est-ce qu'il pensait de ce qui s'est passé? Oui. Absolument. Non, ce qu'il pense de la post-révolution. Oui. Voilà, pas comment il a vécu. Monsieur demande ce qu'il en a pensé. Aza? D'accord. Ouais, bah, ce qu'il en a pensé, d'abord la première chose, il a dit, j'ai eu la chance de revivre et d'avoir vécu 2011, enfin 2010-2011. Hein. Pour lui, ça se résumait pas au 14 janvier, c'était 17 décembre, 14 janvier. Pour lui, c'était quelque chose de fabuleux. Et ce qu'il en pensait, il avait toujours de l'espoir jusqu'à la dernière minute. Moi, il y avait des moments où je croulais sous le... Je ne voyais plus très clair, j'étais très, très inquiète de ce qui se passait dans notre pays, mais et lui, il était toujours optimiste. Non, tu vas voir, bien sûr que ça va durer, bien sûr que ça va être très difficile, bien sûr que, mais on ne pourra jamais revenir en arrière. Voilà. Si je peux résumer ça, c'est on ne reviendra pas en arrière, même s'il y a des gens qui veulent revenir au parti unique, ils ne pourront pas, personne ne les laissera et la jeunesse ne les laissera pas. Il avait énormément confiance en la jeunesse et il pensait que ça allait durer longtemps, qu'on allait être dans le marasme pendant longtemps, mais qu'on allait s'en sortir. Des fois, je n'étais pas la seule, il nous désarmait devant son optimisme. Voilà, je pense que j'ai résumé. Si Cèdre veut ajouter quelque chose. Je propose de faire un dernier tour de table. Chacun parle d'une idée qu'il voudrait émettre pour ne garder aucune frustration avant d'écouter le fameux extrait que le Dédé et Yessine vont nous lire, extrait par-dessus le toit. Marine, un petit mot de la fin. Oui, moi je voulais dire quelque chose en fait par rapport pour rebondir sur quelque chose qu'avait dit Azza lors des obsèques de Papy, justement cette présence de jeunes, un grand nombre de jeunes étaient là. Et ce n'était pas étonnant parce que moi franchement je considère que quand il est parti, en fait, nous avons tout simplement perdu un des jeunes de la Révolution. Papy a été pendant tous les 10 ans de l'évolution, justement depuis le 17 décembre, et pas le 14 janvier, depuis le 17 décembre, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec lui sur tout le propos ou sur sa manière à lui d'exposer les choses, ça n'est pas le plus important. Mais il était impliqué et amplement impliqué et il faisait partie de tout ce processus révolutionnaire. Et je pense que d'ailleurs, il a toujours été révolutionnaire, pas uniquement à partir du 17 décembre. C'est quelqu'un qui a toujours cassé les modèles dans toute sa pensée depuis tout jeune, et ça l'a suivi, ça l'a poursuivi, ça ne s'est pas arrêté, même en prenant de l'âge. Il a toujours été dans cette manière de proposer autre chose. Encore une fois, qu'on soit d'accord ou pas, c'est pas le propos. Mais sur les 10 ans de la Révolution, c'était devenu un acteur de la Révolution. Je rappelle quand même, et c'était une image très très forte lors de ses obsèques, la présence des blessés de la Révolution. Il s'est énormément battu avec Razza d'ailleurs, aux côtés de Razza, même en étant de l'étranger par moment. Ils ont été d'un soutien infaillible aux familles des blessés et des martyrs de la Révolution jusqu'au dernier moment. Et il y a eu cette reconnaissance justement de la part des blessés de la Révolution, par cette présence, par cette générosité, par des paroles très très fortes lors de l'enterrement et même avant. Et donc, pour la Révolution, je me considère aussi révolutionnaire et je fais partie aussi de ce processus. Je considère que nous avons perdu un des piliers de la Révolution, de par la pensée, de par la réflexion, mais aussi par les actes, par les actes et les actions. Très bien. C'est Hichem. Je vais continuer sur la même lancée que Marine.
parce que je crois que si on devait le définir après la révolution, justement, de Papi, par rapport à cette génération de perspectives, il aura été, au sens strict, hein, le passeur, avec, si tu veux, par-dessus l'épaule d'une gauche qui s'est ramassée, on va dire. Je parle de la gauche politique, partidaire, partisane, existante aujourd'hui. Lui, il a fait cet acte de liaison entre la première génération, la génération des fondateurs, des précurseurs, on va dire, de la nouvelle gauche, et la gauche qui vient, la gauche qui est en train de naître, qui a émergé dans le sillage de l'insurrection révolutionnaire. Je crois que c'est surtout ça. Moi, je vais vous raconter une anecdote que j'ai vécue à Paris. À l'époque, il était à Paris, moi aussi, le 15 janvier, son anniversaire. 24 heures après la Révolution, en fait, après le 14. On était à la place du Châtelet. C'était après la fin de la manif de soutien, d'une immense manif, là, très colorée, très joyeuse. Et là, après la manif, là, tout le monde se dispersait. Et je voyais Papi, avec sa canne, entouré de jeunes, comme par hasard, de jeunes pousses là, qui étaient là comme ça en train d'écouter, à la fois amusé et accroché à ses lèvres, quoi, complètement. Et je me disais, ce mec-là, d'abord, il est infatigable, il est tout de suite, il est dans les tâches urgentes de la Révolution, comme au temps jadis, il était en plein dedans. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été pris de court par la Révolution, comme nous tous, hein. Mais alors que nous, on en était encore à nous écarter les yeux, à nous tâter face à la divine surprise, lui, il était déjà à la tâche. Et c'est vrai qu'il était hanté, comme l'a dit Mariam si bien, il a toujours été hanté, il ne s'en cachait pas par cette grande idée qui s'appelle la Révolution. Voilà. Magnifique. Cédar? Je crois que Hichem et Mariam ont tout dit, et surtout, je reprends ce qu'elle a dit. Mariam, oui, elle a dit que Papi était un jeune, parmi les jeunes de la Révolution. Juste, j'ajoute deux situations que j'ai vécues avec lui. Tout d'abord, il a sillonné les routes du pays. Hein, il a fait Gbel, les Gerba, Sidi Bouzid, etc. Et là où il allait, il discutait avec les gens. Et deuxièmement, je me rappelle le jour où on allait lancer le manifeste du 20 mars, le mouvement manifeste du 20 mars, c'était à théâtre, effectivement, et on a été agressé. Lui, il était sur le podium. Il y avait des salafistes ou des salafistes de gauche, hein, les deux, des gauchistes salafistes. Et il était en train de parler, il ne s'est même pas aperçu qu'il y avait agression, etc. Et moi, j'étais derrière lui pour le défendre. Bon, et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Voilà, il ne s'apercevait même pas. Magnifique. Si les mythes. Moi, je pense. Rapprochez le micro. Pour lui, c'est une révolution du genre nouveau. C'est la première révolution du genre nouveau qui a dépassé les autres. En même temps, c'est l'échec total des partis politiques de gauche, de droite, islamistes. C'est un échec cuisant. Voilà. Donc, c'est à la jeunesse de continuer leur révolution. Mais je veux parler d'une chose. Mohamed Chaghraoui, professeur universitaire, a fait sa thèse sur les écrits de la liberté, le cas des écrits de Gilbert Naqash. En même temps, il fait de telle sorte qu'ils vont créer un module sur les écrits de la liberté au niveau universitaire. Ça, c'est. En même temps, Gilbert, il croit et il cherche comment pratiquement s'introduire à l'université. Et c'était l'occasion avec Mohamed Chaghraoui. Moi, je crois que Gilbert Naqash a été jusqu'au bout dans sa destinée, dans le destin qu'il a choisi, et qu'il a été en symbiose avec lui-même.
honnête, toujours là, infatigable, malgré la maladie, malgré l'âge, malgré les limites financières. C'est un homme qui n'a pas travaillé énormément pour avoir gagné une belle vie. Il a vécu par moments à droite et à gauche. Donc, parler de Gilbert comme étant simplement un écrivain, comme étant simplement un militant, comme étant simplement un être humain, au sens plein du terme, c'est le réduire. Gilbert Nakache a été tout ça en même temps et il a donné la dimension de ce que peut être un militant aguerri et qui croit à ses principes. Et à mon sens, nous avons perdu un grand homme, tout simplement. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, qui veut répondre à cette question? Je n'ai pas entendu votre question, je suis désolée, ça se coupe. Comment s'est constituée cette identité de libre penseur chez Gilbert Nakache? C'est moi qui risque de répondre? Oui. Le mot de la fin. Le mot de la fin, on va... C'est gentil. Je crois qu'il y a d'abord, comme le disait Mohamed Salah, à un moment donné, il y a une marginalité sociale de fait qui lui a servi et qu'il n'a pas, il a accepté. Il a revendiqué même sa marginalité, d'abord en tant que juif, en tant que juif athée, voulant sa liberté, en tant que personne qui a, à chaque moment, depuis l'âge de 15 ans, s'est impliquée et fortement dans différents groupes, du Parti communiste, au groupe trotskiste, puis à Perspective, puis sorti ou évacué plutôt de Perspective, jusqu'à Gilbert Nakache indépendant, Gilbert Nakache qui essaye de réfléchir sur son parcours, etc. Il a effectivement vécu sans, il le dit d'ailleurs, sans se poser de limites dans la réflexion et dans la remise en cause de lui-même et de ce qu'il a pensé auparavant. Ça lui a coûté, comme tout à l'heure vous avez entendu ce qu'il dit de la ronde qu'évoque Milan Kundera, ça lui a coûté par l'expulsion du PC, ça lui a coûté de rompre avec le trotskisme, ça lui a coûté d'être expulsé de Perspective, mais à chaque fois, il a rebondi et il a trouvé en lui-même la force de réfléchir et de continuer. Jusqu'à l'émigration ou l'immigration, ça dépend de quel lieu on se place, le jour où lui, moi j'avais décidé avant de partir, mais lui a décidé plus tard. Le jour où il a senti que sa décision était prise, je dis bien il a senti parce qu'il n'avait pas encore exprimé, le jour où il a senti que sa décision de partir était là, 2 ou 3 heures plus tard, il a fait son AVC. Il est parti aussi en réclamant sa liberté, en disant « je pars parce que mon fils est en danger ». Notre fils était en danger, surtout qu'après l'agression et plusieurs choses, etc., et surtout beaucoup de difficultés, même à l'école française où
avons été très déçus par beaucoup de choses. J'en terminerai un autre jour. Qui a fait que quand on est parti, c'était très douloureux pour lui encore plus, je crois. Enfin, j'en suis persuadée, je l'ai vécu avec lui, etc. Mais il savait que la décision devait être prise et il l'a prise en disant « je vais continuer à réfléchir, je vais continuer à vivre, je vais continuer, etc. Mais il y a des décisions difficiles à prendre et je les prends. » Donc, son parcours de libre penseur, je pense que s'il y a bien une chose qui peut le résumer, je le disais tout à l'heure, c'est justement sa recherche de la liberté. Pas seulement la sienne bien sûr, mais aussi celle des autres. Et c'est pour ça que, comme disait Mariam tout à l'heure, parfois il m'étonnait parce que vraiment, à 78 ans, 77 ans, 75 ans, etc., 80, 81, à ces derniers jours, il était toujours du côté de la jeunesse, même quand tout le monde les décriait, même quand on les attaquait parce qu'on les considérait comme irresponsables, comme, etc. Lui était toujours là pour dire c'est toujours eux qui ont raison, c'est eux qui vont changer le monde, c'est eux qui vont changer la Tunisie. Voilà. Je crois que... Merci. Je peux résumer cela comme ça. Alors, moi, je vais, dans le même sens, finir par une phrase que j'ai relevée lors d'une interview très intéressante qu'il a donnée à Nawet. Il a dit « Je suis connu pour avoir écrit un livre sur la prison, mais en fait, j'ai écrit sur les gens libres. » Et vraiment, ce mot « liberté », finalement, on le retrouve à chaque fois qu'on veut résumer Gilbert Nakache. Pour finir, je vais appeler Nédé et Yessine qui vont nous lire un extrait de Le ciel est par-dessus le toit. Je remercie tous les intervenants. Je remercie mille fois Aza pour cette magnifique surprise. Merci à tous d'être... Merci à vous, merci à vous. C'est un extrait tout petit de 2 minutes, donc merci de faire silence et on va tous filer ensemble juste après. Merci à tous. Le ciel est par-dessus le toit. Lecture à 2 voix, extrait. Du moment qu'on doit se parler, il vaut mieux essayer de trouver un sujet, tu ne penses pas? Oui, bien sûr. Mais on pourrait aussi se taire, lire un livre, se promener chacun de son côté et se saluer de la tête chaque fois qu'on se croiserait. Mais il n'y aurait pas de dialogue, à moins qu'il n'y ait alors un merveilleux dialogue muet auquel chacun pourrait donner le sens qu'il veut. Moi, je suis très capable de rester longtemps silencieuse, pas toi? Moi aussi, quand je suis seul. Quand je suis avec quelqu'un, c'est idiot, j'ai toujours l'impression qu'il faut que je lui parle, que j'établisse un pont avec lui, que je ne le mette pas mal à l'aise en me taisant. Alors, je cherche quoi dire. Et plus je cherche, et plus je suis mal à l'aise. Et je dis des bêtises, sur un ton un peu faux, que je cherche à rattraper par d'autres bêtises. Si on a assez de temps, tous les deux, ça va aller. Rassure-toi, on a plein de temps. C'est prévu comme ça. Et en même temps, pas assez. Mais ça, c'est pas prévu. C'est une loi secondaire, un corollaire imprévisible, comme disait mon ami Muriel,
qui était forte en maths et en philo. Tu comprends? Quand tu as plein de temps devant toi, en fin de compte, tu n'en as pas assez. C'est toujours comme ça quand on est deux. C'est pour ça qu'il y a des gens heureux qui se suicident. Et des gens malheureux qui survivent. Bon, j'avais peur de ne pas arriver à établir le contact, je suis rassuré. Mais tu vas un peu vite en besogne. Nous ne sommes pas heureux au point de nous suicider. Et d'ailleurs, il n'est pas dit que nous le soyons jamais, du moins ensemble. Je me demandais s'il fallait vous parler d'amour. Moi, monsieur, l'amour, je n'en parle pas, je le fais. Ne ris pas si fort. La phrase est d'un de mes oncles à qui sa femme reprochait de manquer de tendresse. C'est beau, non? Et pour toi, l'amour, c'est plus que ça? Énormément. Enfin, ça se fait. Et disons que ça peut se faire en surface. Tu me comprends? Mais ça ne se fait bien, pour moi, j'entends, que s'il y a autre chose, de l'affection, de la tendresse, je ne sais pas, quoi. Merci. Merci. Merci mille fois, Nedé et Yessine. La musique a été composée spécialement pour accompagner ce texte de Gilbert Nakache par Omar Aloulou. Merci à tous. Les livres de Gilbert et sur Gilbert sont en vente à l'entrée. Mille merci à tous. À très bientôt et vive la liberté, vive la mémoire de Gilbert Nakache. Merci.